bousculer l'orthodoxie établie dans le monde des médias. Traditionnellement, c'est l'info qui est au cœur du journalisme, mais dans le journalisme citoyen, on met en exergue l'action du citoyen, également en mesure de produire de l'information à travers des outils offerts par Internet. Chacun peut être journaliste, filmé, envoyé dans les médias traditionnels, sur tous les sites Internet, qui de plus en plus ne prennent pas le soin de procéder à des vérifications nécessaires à une documentation appropriée et comparative avant de procéder à une large diffusion. Maintenant, il y a tout un débat sur l'influence du journalisme citoyen par rapport surtout à l'éthique, des préoccupations auxquelles sont aussi confrontés les médias traditionnels. Nous posons le débat ce soir à travers le thème médias et désinformation dans le contexte du Covid-19. Notre conférencier est le docteur Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Mamadou Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Bonsoir, Madame Sidibé, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Dr Mamadou Ndiaye. Avant l'annonce du plan et avant de vous présenter à nos followers, nous souhaiterions recueillir quand même votre avis sur la question de la communication autour du Covid-19. Comment vous l'appréciez globalement? Alors, je pense qu'au départ, ça a été assez poussif quand même, il faut le dire. On a observé beaucoup de failles au niveau de la communication et certainement, vous avez vu de nombreuses contributions qui visaient à retracer un peu ce qui devait se faire dans ce sens-là. Et on a eu à faire des propositions, et si vous le voyez bien également sur les réseaux sociaux, de nombreux journalistes citoyens, ou en tout cas des citoyens tout court, comme vous le dites, ont eu à relayer la communication du ministère. Alors, ça a été laborieux au départ, mais quand même, moi, ce que je peux noter de positif jusque-là, c'est la promesse qui a été faite dès le départ de faire dans la transparence. Le ministre, dès que les choses sont passées, le Sénégal a eu son premier cas, il a parlé de transparence. Il a mis en place des accréditations au niveau du service com ou service presse du ministère. Et aussi, on a eu droit de manière quotidienne à des points de presse pour faire le point sur la situation. Alors, il faut remarquer aussi ou faire remarquer que même si ça a été tardif, les localités où vivent les patients infectés sont également mentionnées aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, sont mentionnés par rapport surtout aux cas communautaires, d'infection communautaire. Parce que quand même, moi, j'ai eu à discuter avec des gens qui travaillent autour de ça et ils m'avaient dit que c'est par rapport à la volonté de ne pas stigmatiser certaines localités. Mais je pense qu'en termes de communication, il est bon d'être précis parfois. Il y a également, pour finir sur les points positifs, une présence beaucoup plus visible aujourd'hui de la directrice générale de la santé. Parce que quand même, il faut le dire, avant qu'on ne voit un peu Mme Ndiaye, la directrice de la santé, on avait l'impression que le Covid-19 au Sénégal, c'était une question d'hommes. C'était un problème qui a été pris en charge par des hommes, alors qu'au Sénégal, on avait une directrice générale de la santé et en matière de genre, quand même, ça a été important de la mettre en avant. Et je l'ai dit ailleurs, moi, je pense qu'en termes, surtout par rapport à la déclinaison des chiffres en Wolof, elle n'a pas d'égal dans le dispositif qui est actuellement mis en place. En France, si vous observez bien, c'est le directeur général de la santé qui est au devant de la scène. Au Sénégal, on a plus les collaborateurs du ministre ou le ministre lui-même. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça a été une très bonne chose. Ce qu'il faut regretter du point de vue, donc, ce qui est négatif par rapport à cette communication gouvernementale, c'est la confusion flagrante qui est faite entre communication et information. Absolument. Parce que dès le départ, si vous voyez bien même la rencontre qui avait eu lieu entre le ministre et les éditeurs de presse, on sentait que peut-être pour eux, la communication est une affaire de médias traditionnels, alors qu'il fallait aller plus loin que ça. Tout à fait. Si vous voyez bien aujourd'hui pourquoi ça a du mal à accrocher, c'est parce qu'il n'y a pas véritablement une très bonne communication pour le changement de comportement. On n'a pas, je pense à mon niveau, qu'on n'a pas suffisamment insisté sur les relais au plan local.
Absolument. Et je pense que si ces dispositifs-là sont revisités, sont mis en place, on peut aller vers une communication plus efficace. Une dernière chose par rapport à ce point-là, c'est que aussi les autorités doivent savoir que quand on communique, on est le premier exemple. Et je pense que nos autorités ont envoyé trop de messages contraires aux recommandations sur les gestes barrières. Par exemple, le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui serre les mains des imams et oulémas, le Premier ministre qui prie à Touba, le président de la République qui fait des consultations physiques et serre la main d'un guide religieux, c'est des signes négatifs. Pour le menton, tout ça alors qu'on pouvait, dès le début, emprunter un dispositif online qui permettait de se protéger par rapport à certaines actions en tout cas. Alors, la formule point de presse est communiqué. Moi, je pense qu'au départ, ça a été très attrayant. On avait envie d'être là à 18 h pour voir quels sont les chiffres, etc. Absolument. Mais cette méthode-là devient désuète et ça devient lassant et redondant. Par exemple, hier, 2 communiqués de presse ont été diffusés pour annoncer le décès du 9e cas avec 2 dates différentes. Pourquoi? Parce que c'était l'effet du copier-coller. On a oublié de changer la date sur un document. On a mis le 25 au lieu du 26. Et je pense qu'au niveau de la communication, il faut quand même dire que les Sénégalais, surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux, sont en train de jouer leur partition dans la diffusion de l'information. Aujourd'hui, dès que le communiqué est décliné à la télévision, automatiquement, vous avez pratiquement tous les contacts qui partagent les chiffres, qui partagent le PDF. Et je pense que dans ce sens-là également, il faut le saluer. Par rapport aussi toujours à cette communication, à chaque diffusion du communiqué, moi, ce que je regrette fondamentalement, c'est que les Sénégalais se posent des questions légitimes, mais sans réponse. Aujourd'hui, par exemple... Parce qu'il n'y a pas de communication, c'est de l'information qu'ils font. Très bien. Je pense que le point de presse n'exclut pas de répondre à certaines questions pour clarifier. Absolument. On n'a pas ça. Aujourd'hui, par exemple, tous les internautes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a qu'un seul cas de guérison? Et je pense que après la diffusion, en tout cas la lecture du communiqué, on aurait pu prendre 2 ou 3 questions pour répondre à ceux qui se posent des questions. Donc, globalement, ce qui est à noter par rapport à la communication autour du Covid-19, c'est qu'il y a quand même des efforts d'amélioration. Il y a encore des manquements, il faut le dire, mais il y a des efforts d'amélioration parce que chaque fois que des critiques ont été faites, d'une part, on a l'impression le lendemain ou les jours qui suivent que ces critiques-là ont été prises en compte par ceux qui sont ou ceux qui ont en charge la communication gouvernementale. Et surtout adapter les messages diffusés à l'évolution de la pandémie actuellement. Oui, tout à fait. Parce que quand même, on a été... Moi, je pense que toujours, on est dans la communication dite préventive, quoi. Actuellement, on nous donne des messages assez gentils, faites ceci, ne faites pas ça. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Moi, je pense être plus agressif. Plus agressif. Moi, je l'aurais fait depuis longtemps d'ailleurs parce qu'on nous ménage trop. En tant que population, on nous ménage trop. Je pense qu'on ne nous a pas suffisamment montré des images qui pourraient faire peur. On ne nous a pas suffisamment dit tous les risques par rapport à ce Covid-19. Vous voyez, dans certains quartiers, les jeunes vivent cette situation comme un jeu avec insouciance alors que c'est d'une extrême gravité. Ouais. Alors, Dr Mamadou Ndiaye, les médias sont parés du titre de 4e pouvoir, pouvoir pour lequel personne ne les a élus ou nommés. Ils sont considérés plutôt comme un contre-pouvoir par rapport au pouvoir politique, parce que l'action des médias s'articule avec le pouvoir politique. Ce que savent les citoyens sur le pouvoir, les organisations, les hommes, ils l'apprennent en grande partie dans les médias, particulièrement la télévision, la radio, les journaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui constituent le principal lien d'information avec la population. Les médias donc permettent ainsi la diffusion d'informations à un large public, d'où leur appellation de mass média. Les médias classiques informent, mais ont aussi un rôle d'éducation en direction des grandes masses. À votre avis, est-ce que ces médias classiques s'acquittent véritablement bien de cette tâche? Oui, il faut le dire, hein. Franchement, depuis le début de cette crise, les médias classiques sont sollicités.
sollicité par le ministère, mais également sollicité par les populations. Et je pense que pratiquement toutes les émissions tournent autour du Covid-19. Les plateaux également. Moi, je pense que donc, les médias traditionnels jouent leur partition, mais ils ont leurs limites. Ils ont leurs limites en termes d'audience, mais également ils ont leurs limites par rapport aussi à la fourniture d'une expertise par rapport à cette question-là. Et je pense que par rapport à cette situation-là, on peut parler de quatrième pouvoir par rapport à la posture qu'il pourrait avoir par rapport au pouvoir politique. Mais je pense que pour réussir cette bataille-là, il faut également intégrer ce que Marc-François Bernier appelle le cinquième pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui est environnement, réseaux sociaux, blogs, etc., tout ce qui est utilisation de l'Internet, ça doit être intégré pour atteindre quand même des résultats satisfaisants par rapport à la lutte contre le Covid-19. Ce que je juge un peu malsain par rapport à la relation avec les médias, parfois, certains médias se muent en agents de communication. Absolument. Et je pense que par rapport à... Ils ont un rôle à jouer, c'est d'informer. Et informer, c'est dire les choses qui vont bien, mais également mettre, comme vous dites, la plume dans la plaie. Et assez souvent, on a l'impression que certains groupes de presse sont de connivence ou évitent même de dire des choses qui peuvent... fâcher l'autorité. Voilà, qui peuvent fâcher l'autorité. Voilà, moi je pense que ceux qui sont dans la presse connaissent exactement leur travail. Je pense qu'ils doivent faire leur travail d'information et laisser les communicants faire leur boulot également. En tout cas, Dr Mamadou Ndiaye, merci beaucoup pour déjà cette mise en bouche. Vous nous mettez beaucoup d'eau à la bouche là. On imagine également ce que seront les débats. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont connectés sur les pages Facebook de JIDER, de Lex-Africa, sur Zoom et les questions qui commencent également à affluer. Je vais quand même vous présenter à nos followers. Dr Mamadou Ndiaye est docteur en sciences de l'information et de la communication, directeur des études du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI. Dr Ndiaye mène des recherches en sciences de l'information sur les questions liées aux multimédia, au web-journalisme et à la communication. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs articles, communications ou publications sur le journalisme et la communication. Votre conférence ce soir, Dr Ndiaye, comportera 3 parties. Une première partie qui sera consacrée aux sources et aux supports de la désinformation, les différentes formes de désinformation, les plateformes favorites. En 3e point, il s'agit d'Internet et des réseaux sociaux. Mais d'abord, en introduction, Dr Ndiaye, vous allez revenir sur l'évolution de la pratique qui consiste à manipuler une information pour atteindre un objectif quelconque. Oui, quand on parle aujourd'hui de désinformation, il faut savoir que l'origine, en tout cas moi par rapport aux recherches que je fais toujours, je vois qu'on ne doit pas élaguer le fait de l'utilisation de ce qu'on appelle la propagande. La propagande. Alors, dans ma présentation, je reviendrai sur plusieurs aspects, mais je vous propose de partir de cette notion-là, la propagande. Et aussi, je parlerai des fake news un peu et un Fox aujourd'hui pour le monde français, ce qui sont 2 processus de désinformation. Par contre, la propagande a ceci de particulier, c'est une technique de communication qui consiste à propager à grande échelle des informations vraies ou fausses, mais toujours partielles. Pourquoi? Parce que la propagande, ça sert toujours une cause. Et donc, pour pouvoir servir une cause en manipulant les esprits, il faut user des informations. Et on utilise assez souvent dans cette technique de communication les médias de masse. Les médias de masse parce qu'ils sont des vecteurs importants pour toucher des cibles, des audiences importantes. Souvent, à l'époque, ce qui utilisait plus la propagande, c'était les partis politiques, mais aussi les armées, surtout quand elles se préparaient à entrer en guerre. On a noté toutes les actions de propagande menées lors de la Première Guerre mondiale, avec l'effort de guerre. La Deuxième Guerre mondiale, on a également l'armée coréenne qui, par des fresques, qui montre sa superpuissance et qui détruit l'armée américaine. Mais également, on a tout ce qui a été fait par rapport à la guerre du Golfe,
au cours de laquelle on nous présentait l'armée irakienne comme étant l'une des plus puissantes au monde. Et tout ça, par rapport à la réalité, ça n'a pas duré beaucoup de temps. Donc, je pense que cette notion-là, elle est très importante parce que la propagande, la désinformation, d'une certaine façon, se concentre sur la manipulation des émotions. En général, on joue sur nos émotions, mais également, quand on joue sur nos émotions, c'est pour nous éviter d'utiliser nos facultés de raisonnement, mais également de jugement. Et à partir de là, on va évoquer la religion, on va évoquer le patriotisme, on va évoquer la camaraderie. Tous ces aspects-là, c'est pour annihiler notre faculté de jugement, notre faculté de raisonnement. Et je pense que dans ce domaine-là, c'est très important d'avoir ce point de départ-là. Aussi, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news que tout le monde utilise, ou en tout cas, nous sommes confrontés aux fake news presque chaque jour sur nos différents réseaux. Les Français l'appellent Infox, fausse nouvelle au Canada. Ce sont des informations, cette fois-ci, mais qui sont délibérément fausses, mais qui sont diffusées dans le but de manipuler et de tromper un public cible. Dans ce contexte de COVID-19, on a à profusion des informations qui sont diffusées sciemment pour atteindre un objectif connu par son auteur, de toute façon. Et là, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut envisager le début de cette réflexion-là. C'est une réflexion qui va s'articuler sur la désinformation en tant que support pour atteindre un objectif avoué ou inavoué. Voilà, donc en termes d'introduction, les quelques mots que je voudrais partager avec vous. Le sujet est bien campé et nous allons très rapidement commencer la première partie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Dr Mamadou Ndiaye, au sujet des sources et des supports de la désinformation? Oui, on a quand même des sources qui fait globalement la désinformation. Quels sont les auteurs globalement? La désinformation peut partir d'une institution. Et assez souvent, quand on le dit, les gens se rebiffent. Institution, oui. Ce ne sont pas seulement les utilisateurs des réseaux sociaux qui font dans la désinformation parfois. Une institution, pour sauvegarder des intérêts, peut faire dans la désinformation. On peut l'observer également émanant d'un groupe d'individus. Un groupe d'individus, ça peut être un parti politique, ça peut être une association, ça peut être un daïra, ça peut être une association de quartier on peut faire dans la désinformation également pour atteindre des objectifs. Un groupe de presse peut faire dans la désinformation. Vous connaissez un groupe de presse connu qui globalement partage tout ce que dit le président américain. Je pense, pour ne pas le nommer, c'est Fox News. C'est un groupe de presse reconnu, mais qui n'hésite pas à diffuser de manière systématique toutes les informations, souvent fausses même, diffusées par un homme politique américain. Un homme politique également peut être à la base de la désinformation pour atteindre aussi des objectifs ou pour tromper une audience. Un gouvernement, quoique difficile, un gouvernement, pour sauvegarder des intérêts ou un intérêt quelconque, peut être amené à faire dans la désinformation. Donc, vous voyez à travers ce petit listing, qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais ce sont les catégories les plus importantes, la source de la désinformation peut être plurielle et il faut bien savoir, comme le disait le professeur de philosophie Mamoussé Diagne, quand quelqu'un parle, il faut vous poser un certain nombre de questions. Qui parle? Pourquoi il parle, d'où est-ce qu'il parle et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre à travers ce qu'il dit. Et si nous arrivons à nous poser toutes ces questions-là, nous arrivons à situer plus ou moins l'argumentaire de tel ou tel groupe cible par rapport à une information donnée. Voilà donc pour les sources. Pour les supports, j'avais commencé un peu à parler des médias traditionnels. Les médias traditionnels en termes de diffusion d'informations sont incontournables. Aujourd'hui, on a beau dire que l'Internet, et je le comprends et je l'accepte, l'Internet se développe de manière fulgurante, mais en termes d'information, aujourd'hui, les médias traditionnels ont également leur rôle à jouer dans la mesure où, pour la plupart du temps, ce sont ces médias traditionnels-là qui alimentent les réseaux sociaux et aussi autres supports de communication.
On a les blogs qui fleurissent aussi. Depuis 1997, on a une floraison aussi assez importante de blogs, d'espaces d'expression que les gens utilisent. On peut l'utiliser pour informer, pour partager avec sa communauté, mais on peut l'utiliser aussi pour façonner les esprits. Et c'est en cela que c'est important de l'envisager. Les sites web d'information, mais également et surtout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont la possibilité de rendre virale une information très rapidement. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, si on veut faire dans la désinformation, il est assez intéressant d'utiliser cette plateforme-là, ces plateformes. Docteur Mamadou Ndiaye, est-ce qu'on peut toujours lier désinformation et propagande, quelle que soit par ailleurs la source qui émet? Est-ce qu'on peut lier, pardon? Tout le temps, désinformation à propagande. À une propagande? Oui. Non, non, en fait, justement, et c'est là où il faut parfois être attentif. Parfois, on peut se tromper de bonne foi. Et en sciences de l'information et de la communication, on nous exhorte parfois à faire le partage entre la désinformation pure et la mésinformation. Oui. Si d'emblée, l'objectif de la diffusion d'une fausse information n'était pas de tromper, je pense qu'on peut ne pas ranger cette méprise dans la catégorie des informations. Par exemple, quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous savez, oui, sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression que tout le monde fait la course pour partager une information. Vous voyez une information qui est partagée ou qui est publiée, on ne cherche pas à recouper ou à voir si c'est vrai ou pas. Non. On clique sur partager automatiquement et donc, si, in fine, l'information a été vérifiée et qu'elle revient fausse, on est coupable de désinformation, de malinformation ou de ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, aussi, on a une part de responsabilité. Mais cette personne qui est trompée de bonne foi, je pense qu'elle n'était pas dans la désinformation. Donc, toute désinformation n'est pas forcément dans la propagande, mais il faut le dire, nous avons beaucoup de pratiques dans ce sens-là qui servent une cause propagandiste. Assez souvent, on a envie, surtout tous les États, que l'on dise que les autorités font du bon travail, qu'ils sont excellents, etc., etc. Au niveau même des universités, tout ça, bon, vous savez, le Covid-19 nous a quand même mis une claque à tous. Hein. On ne s'était pas préparé. On ne s'était pas préparé et vous voyez, dans les ministères, au niveau de l'université, tout le monde parle de possibilité de mettre en place un enseignement à distance. Alors que dans le fond, on n'était pas préparé à ça. Nos étudiants n'étaient pas préparés à ça. Nos enseignants n'étaient pas préparés à ça. Et maintenant, bon, pour faire, entre guillemets, joli, pour faire dans l'air du temps, on se dit qu'on peut mettre en place ces dispositifs-là. Vous le voyez aussi au niveau de la communication gouvernementale. Moi, en 2004 d'ailleurs, en 2004 déjà, je savais qu'il existait un système de visioconférence au niveau de la présidence de la République qui reliait la présidence de la République et le building administratif, en 2004 déjà. Mais ces derniers jours, qu'est-ce qu'on nous présente comme une invention extraordinaire? Le Conseil des ministres se fait en visioconférence. Alors qu'en 2004 déjà, dans le cadre du projet d'intranet gouvernemental, l'ARTP, l'ADIE, qui était à l'époque dirigée par Mohamed Tidjane Seck, avait déjà mis en place une plateforme pour relier les ministères qui étaient au niveau du building administratif et le palais de la République. Alors, donc, il n'y a pas de nouveauté. Mais toutes ces pratiques-là, toutes ces informations-là rentrent dans le cadre d'une volonté de propagande pour montrer qu'on a réussi, on a fait des choses extraordinaires alors que nous sommes dans le domaine du normal. En tout cas, pour beaucoup, le Covid-19 offre également, c'est une pandémie, mais il offre également beaucoup d'opportunités, l'occasion de changer beaucoup de choses et certainement notre façon de travailler sera également abordée. Il faudra vraiment certainement privilégier
ces aspects-là qui nous permettent vraiment de travailler sans pour autant être tout le temps ensemble, arriver en retard dans les réunions, etc., etc. Moi qui vous parle, je suis chez moi, vous êtes chez vous, le technicien est à Saint-Louis, Fanta pour les questions est à Abidjan, et puis vous voyez, c'est les nouvelles technologies. Mais nous voudrions avoir un peu plus d'informations, des éclaircissements par rapport à des informations et mésinformations. C'est quoi la différence? Bon, la différence, c'est que si vous prenez, si vous prenez deux extrêmes, oui. Disons, la désinformation constitue, disons, l'extrême droite, la mésinformation constitue l'extrême gauche. Et en réalité, c'est quand, en termes d'information, vous savez, l'information, normalement, une information, elle est vraie. Une information, si elle suit son processus normal, elle est vraie. Donc, ça a été vérifié, ça a été travaillé, ça a été diffusé. Maintenant, au-delà même d'une information, on peut prendre une information et essayer de véhiculer une sorte de désinformation autour d'une information. Mais ça, c'est par rapport à l'intention ou aux intentions de celui qui fait la manœuvre. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, un quotidien de la place a titré tout bas l'axe du mal. Bon, si l'axe du mal, si vous faites, parce que nous sommes c'était un titre d'un journal, la une d'un journal. Si vous prenez ce titre-là, ça évoque l'axe du mal, en tout cas ceux qui ont vécu la guerre en Irak et aussi qui plus ou moins se souviennent des propos de George Bush, savent à peu près quelle est la référence qui est faite par rapport à ça. C'est le lieu où il faut véritablement combattre le virus. Mais certains, sur les réseaux sociaux, l'ont pris comme étant une volonté d'attaquer une ville sainte. Oui. Donc, c'est à ce niveau-là qu'intervient la désinformation. Parce que quand vous faites dire à une information ce qu'elle ne dit pas, ou quand vous lui donnez une finalité qu'elle n'a pas, vous êtes dans la désinformation, vous êtes en train de manipuler les esprits, vous êtes en train de faire de sorte que les gens vous croient sur parole et puissent avoir également en retour un comportement quelconque. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà un peu le schéma que j'avais en tête qui peut nous permettre d'avoir cette différenciation. Maintenant, la mésinformation, comme vous pouvez le voir, c'est quand, à notre niveau, on a mis en place, ou on a partagé, ou on a donné une information par erreur. On a été trompé de bonne foi. Et assez souvent, ça arrive. Vous voyez, parfois même pour des grands groupes, parce qu'une institution comme l'agence France Presse avait à l'époque annoncé le décès du PDG de TF1, du groupe Bouygues. Ouais, alors que c'était une mauvaise information, mais la personne qui avait fait cette annonce-là a été trompée parce qu'il a quand même, le journal a appelé pour se renseigner sur la mort d'un certain Martin et le maire, sans prendre en compte le nom de famille, a dit oui, Martin est décédé vers 11h et donc c'est parti comme ça. Ouais. La mésinformation, c'est l'extrême de la désinformation, mais tous les deux quand même, il faut dire, c'est une information qui est fausse. Même si vous êtes dans la mésinformation, vous bénéficiez quand même d'une certaine tolérance, mais vous avez été en faute parce que vous avez diffusé, vous avez partagé une information qui n'est pas vraie. Sans la vérifier et faire les recoupements nécessaires, le b.a.-ba vraiment du journalisme. Alors, Dr Mamadou Ndiaye, nous allons rapidement enchaîner la deuxième partie de votre présentation sur les différentes formes de désinformation. D'accord. Alors, sur ce niveau-là, quand même, il faut dire, je ne suis pas en train de présenter les 7 cas possibles ou 7 types possibles de, comment dirais-je, de désinformation ou de fake news. Je ne parle pas à ce niveau-là, mais je parle plus des manifestations de la désinformation. La désinformation peut revêtir différentes formes selon la source, mais également selon la finalité poursuivie. En fait, mon objectif dans cette partie-là est de soumettre à votre réflexion quelques exemples qui pourront faire l'objet de discussions au niveau de cette présentation-là. Oui. En fait,
Je vais parler essentiellement de trois groupes. Le premier groupe, c'est État et gouvernement. Le deuxième groupe, c'est individus et groupes d'individus. Et également les médecins et les laboratoires. Je suis en train de recenser globalement les quelques affirmations qui, un jour, c'est vrai, le lendemain, c'est faux, et donc qui consistent à faire dans la désinformation pour qu'on puisse voir pourquoi parfois l'État ou le gouvernement ou même parfois certains médecins ou certains responsables du système sanitaire font dans la désinformation dans ce contexte de COVID-19. Alors, pour le premier, État et gouvernement, on nous disait au début, globalement, quand l'État, à quoi ça recoupe en fait, en quelque sorte, quand l'État donne des instructions ou base des décisions sur des informations qui ne sont pas avérées dans le but de cacher les défaillances ou la faiblesse des moyens, nous sommes dans la désinformation. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, ça a été le cas. Les États, sur le plan sanitaire, ont été débordés. Et vous voyez, au début, qu'est-ce qu'on nous disait? On en a discuté dans toute la communication même, on nous disait ça, ne portez pas le masque, ne portez le masque que quand vous êtes malade. C'est ce qu'on disait au début. Tout à fait. Parce que, apparemment, il n'y en avait pas suffisamment. Et quand ils se sont rendus compte que peut-être qu'on pourrait arriver à trouver une solution par rapport à cette situation-là, le discours a changé. Et c'est ça un peu la dynamique de la vérité qui n'est pas immuable, c'est que la vérité, on l'utilise, ou une assertion, on l'utilise pour servir une cause. Demain, elle peut être fausse ou elle peut être contestée. Moi, c'est ça qui me pousse à vous proposer cette réflexion-là. On dit également que le test massif n'est pas efficace pour les porteurs asymptomatiques. Le responsable de la cellule d'urgence l'a dit aujourd'hui également concernant le Sénégal. En France ou ailleurs, on le dit depuis un moment, le test massif, beaucoup de personnes disent que le test massif, c'est la solution, mais les États n'ont pas les moyens de nous donner ces tests-là, donc ils nous disent que ce n'est pas efficace. Voyez. Il y a quelques jours, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'écoles ont été fermées rapidement. On nous disait que les enfants sont de grands propagateurs du virus. Voilà. Et tout le monde l'avait intégré. On nous disait même qu'il ne fallait pas qu'ils rendent visite aux grands-parents. À des personnes âgées. Voilà, aux personnes âgées. Et aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir les écoles assez tôt, qu'est-ce qu'on nous dit? Les enfants, finalement, même s'ils ont le virus, ils ne peuvent pas propager rapidement le virus. Donc, ce sont des choses quand même compliquées à comprendre. Le confinement, on nous dit qu'il est impossible à faire. Mais bon, ceux qui peuvent quand même anticiper une réflexion savent que le confinement pose des problèmes économiques assez importants. L'économie est en chute libre, mais également, si vous confinez des gens dans un contexte africain, vous devez leur donner à manger, ce que l'État peut-être n'a pas suffisamment, ou sinon, ça va être des émeutes, et des émeutes qui peuvent coûter le pouvoir aux autorités en place. Donc, c'est un risque incommensurable. On nous dit également que le transfert de dépouilles constitue un risque de propagation du virus. Oui. Et là, beaucoup d'experts ne s'entendent pas. Mais beaucoup d'experts même disent que c'est faux. Il n'y a aucune possibilité si les choses sont faites dans les normes. Et je pense que s'il y avait un petit risque au niveau même de certains pays, on n'autoriserait pas certaines personnes à partir avec leurs dépouilles. Parce que quand même, avant d'aller à l'aéroport ou au port, on passe par des centres urbains. Et je pense qu'ils ne prendraient pas le risque d'exposer d'abord leur population. Et l'élément le plus compliqué, je pense que ça aussi, bon, je ne sais pas forcément ce qui se passe au Sénégal, mais surtout dans certains pays occidentaux, les bilans journaliers qui sont donnés ne sont pas conformes à la réalité. On l'a dit pour la Chine, mais je pense que pour la France, en tout cas, les gens semblent l'accepter parce qu'il y en a beaucoup qui décèdent à domicile ou qui décèdent pour d'autres causes, mais on peut se demander, est-ce que les bilans qui sont donnés chaque jour sont conformes à la réalité? On peut douter de ça parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens pour faire remonter toutes les informations concernant au cas de décès. Et je pense que tout le monde n'est pas testé pour pouvoir savoir pour quelles raisons
les personnes décédées l'ont été. Donc, sur ce point-là, voilà les quelques éléments que je partage avec vous. Maintenant, concernant les individus et les groupes d'individus, qu'est-ce que nous voyons souvent comme diffusion en termes de désinformation? Il y a, depuis le début de cette pandémie ou de cette épidémie au début, quand même, une théorie du complot qui a été développée. Une théorie du complot pour dire que c'est la Chine, pour dire que c'est, même jusqu'à présent, ça continue, n'est-ce pas, pour nous dire aussi que c'est tel ou tel pays qui souhaite amener plus ou moins cette maladie-là dans certains pays pour diminuer la population. Et on a entendu beaucoup de théories, beaucoup de cas, parfois à dormir debout. Et il y a eu des laboratoires qui ont été attaqués aussi, notamment le laboratoire, enfin, l'Institut Pasteur, qui a été attaqué bon, par des gens d'abord en France, etc. etc. Et pour la plupart du temps, après quelques jours, des vérifications sont faites et l'information tombe comme un château de cartes. Voyez, donc, à ce niveau-là, il faut dire que ça a été très compliqué. Il y a eu, jusqu'à présent, vous avez entendu un son audio qui circule depuis quelques jours, la négation de l'existence de la maladie. Quelqu'un qui est même à l'hôpital se permet de dire que pour lui, il ne croit pas que cette maladie-là existe. Voyez, donc, je pense qu'en ce moment-là, ceux qui ont en charge la lutte contre le COVID-19 doivent se rendre compte de la difficulté du travail qu'ils ont encore à mener à ce niveau-là. Il y a aussi ceux qui font la promotion de remèdes basés sur des invocations de versets coraniques. Mais c'est ça. Sur le fait même de regarder un verset coranique, vous voyez, des potions à boire ou des prières à réciter. Et je pense que chacun peut avoir ses croyances, mais à un moment donné, quand on est dans le domaine de la santé, il est bon également d'être plus ou moins rationnel par rapport à certaines indications. Parce que un médicament, une potion à boire, si vous dépassez les doses prescrites, ça peut être compliqué pour certains organes quand même du corps humain. Ouais. Des gens qui sont aussi très volontaires, qui se proposent de soigner la maladie en quelques jours. Il y en a même un qui avait donné son adresse il y a quelques jours, mais bon, je n'ai pas suivi pour voir un peu de quoi ça retourne. Je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, ils devaient peut-être voir ces services pour voir un peu de quoi ça retourne. Alors, il y a beaucoup d'informations diffusées il y a quelque temps aussi, qui faisait état de l'organisation de séances de vaccination en Afrique. Tous ces éléments-là, je pense qu'ont contribué à compliquer davantage la perception de cette maladie par les populations. Tout à fait. Pour finir sur ce point-là, je parlerai des médecins et aussi les laboratoires. Alors, au début, on a entendu que tel ou tel protocole était efficace. Bon, et je pense que bon, nous sommes dans cette situation-là, surtout avec Dr Raoult, qui nous proposait un protocole qui est utilisé par beaucoup de pays aujourd'hui, mais ses collègues disent qu'en termes de méthodologie, cette pratique-là, ça ne tient pas. Et lui-même, vous voyez, ça a tellement marché et lui, il s'est tellement utilisé les réseaux sociaux. Au mois de mars déjà, il crée un compte sur Twitter. Aujourd'hui, il est à plus de 400 ou 500 000 voilà, followers, quoi. Hein, 400 et quelques mille followers. Donc, c'est assez important. Il y a aussi d'autres personnes qui font la promotion d'un remède sous l'impulsion d'un pouvoir politique. C'est le cas de Madagascar. Vous voyez qu'on nous propose une potion, enfin, un remède sur la base quand même d'un produit connu, mais moi, ce qui me gêne dans cette pratique-là, c'est le fait que c'est le pouvoir politique quand même qui devient un sponsor par rapport à cette activité-là. On ne voit pas les médecins au devant de la scène, c'est plutôt le président qui se mue en VRP de luxe pour vendre ce produit-là, qui, selon quand même l'Académie de sciences de Madagascar, n'a pas toutes les vertus qu'on lui prête. Donc, c'est à repenser. Il y a aussi un autre point, une communication tout azimut sur des essais cliniques, alors que ce sont juste des hypothèses que le consommateur des médias va prendre pour une vérité absolue. Il y a quelques jours, on nous disait
que cette maladie-là peut être terrible pour les fumeurs. Il y a quelques jours, une étude nous dit que la nicotine pouvait avoir des bienfaits par rapport à ça. C'est vrai. La contamination des enfants aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne voudrais pas m'étendre davantage là-dessus. Voyez, donc, sur ces trois tableaux-là, j'ai essayé de partager avec vous des éléments de désinformation qui sont véhiculés au jour le jour, et vérité d'aujourd'hui peut être erreur demain. Erreur d'aujourd'hui peut être vérité demain, et c'est ça qui est extraordinaire dans la gestion de cette pandémie-là. Alors, il y a déjà beaucoup de questions et il nous reste deux parties. La dernière partie plus votre conclusion. Et il y a des questions. Nous allons retrouver Fanta. Fanta, bonsoir. Bonsoir, Lika. Alors, quelles sont les premières questions pour le docteur Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur en sciences et techniques de l'information? Il est notre invité ce soir et le thème porte sur désinformation et médias dans le contexte du Covid-19. Docteur, il y en a énormément et il faut aussi souligner que les anciens étudiants du CESTI sont bien présents sur la plateforme. Je remarque Mamadou Ndiaye de la TFM ou encore Mbossé Sek, qui sont des anciens étudiants du docteur. Donc, ils sont là, bien présents, en train de suivre. Ça montre l'intérêt que les populations ou encore les professionnels du domaine ont sur cette question. J'en ai quelques-unes. Je passe à celles qui sont sur Zoom d'abord. Monsieur Ndiaye, pensez-vous qu'en cette période de crise, les autorités politiques devraient céder la place aux experts qui seraient plus crédibles? Est-ce que vous répondez en même temps ou bien vous souhaitez que l'on donne toutes les questions? Moi, je suggère que l'on réponde en même temps, mais vraiment 2 minutes maximum pour chaque question. Oui, j'ai eu un problème de son. Je n'ai pas bien entendu la question de Fanta. Oui, les autorités politiques devraient-elles céder la place aux experts qui seraient plus crédibles? Oui, c'est clair. Vous savez, la démarche scientifique est différente de la démarche politique. Et parfois même, il faut le dire, ceux qui ont la responsabilité de conduire les choses, ou en tout cas, ce sont les experts sur le terrain, mais parfois, ce qu'ils proposent n'est pas tenable politiquement. Je donne l'exemple du confinement. Je pense que le confinement a été suggéré depuis longtemps, mais on ne peut pas confiner les gens dans le contexte de pauvreté que nous vivons. Et donc, mais sur certains aspects, je peux comprendre que la politique ou le politique puisse avoir son mot à dire. Mais dans les décisions scientifiques, dans les décisions techniques, je pense que les politiques doivent écouter davantage les experts qui sont sur le terrain. Absolument. Et j'ai aimé une fois une personne qui était invitée à E-Media, à une émission d'Alassane Samba Diop, et il disait qu'actuellement, c'était le professeur Seydi qui dirigeait un peu le Sénégal au moment où nous sommes. S'il dit confiner, tout le monde va confiner. S'il dit mettez des masques, tout le monde va mettre des masques, etc. Fanta, la deuxième question. Le PSEJ peut-il s'élargir pour l'enseignement supérieur? Bon, ça, c'est une question qui n'a vraiment rien à voir avec le thème. Peut-être qu'on va aller à la troisième question, Fanta, par rapport aux fake news. D'accord, allons-y. Comment s'assurer qu'une information est vraie avant de la partager? Vous avez donné les différentes étapes, mais je pense qu'il est important qu'on puisse revenir rapidement sur les étapes de vérification. Absolument. Alors, il y a des mécanismes de fact-checking qui sont assez faciles à faire, assez simples. Vous savez, déjà, il faut, si une information est assez grossière, il faut douter. Et aussi, il faut, quand vous êtes dans un réseau, si vous êtes dans un réseau, il faut, par rapport à vos domaines, de vos centres d'intérêt, suivre des gens qui sont quand même, qui constituent une autorité dans le domaine. Si vous voyez dans le domaine du journalisme, vous voyez un Mamgom ou quelqu'un partager une information, vous voyez, moi je me dis que derrière, vous verrez d'autres personnes esqualifiées qui vont le faire. Dans ce cas-là, vous pouvez à un moment donné dire que peut-être c'est vrai. Parfois, aller à la source. Une information que vous voyez sur le site du ministère de la Santé, vous pouvez
Parce que même le PDF ne suffit plus. Un PDF, on peut le travailler. Voyez. Mais il faut aller à la bonne source pour avoir l'information. Quand vous voyez une photo, facilement, vous pouvez aller sur des plateformes web. C'est assez compliqué à développer ici pour chercher la première fois où la photo a été postée. C'est idem pour la vidéo. Je pense qu'il y a des mécanismes de vérification qui sont faciles à faire et il faut faire des recoupements aussi, des recoupements par rapport à des personnes qui sont dignes de confiance. Mais si à chaque fois que vous voyez une information, vous ne cherchez pas à savoir si c'est un site de parodie, si c'est quelqu'un de sérieux ou pas, vous partagez, vous avez tendance à être trompé par rapport à cette situation-là. Je partage un avis avec vous, docteur, celui de Seydou Nouroudia, qui, pour lui, du fait de la nouvelle maladie non encore maîtrisée, forcément la communication et la sensibilisation doivent évoluer en fonction de l'avancée et de la maîtrise des découvertes sur la maladie. Je pense qu'il veut Alors, avec Seydou Nouroudia, il s'agit plus d'une contribution. D'une contribution, voilà. C'est un ancien journaliste de Wolf Radio, Quotidien. Il s'agit là plus de contribution, hein, et je crois qu'également on en a parlé au début de l'introduction. Exactement. Je connais l'évolution de la maladie, il faut vraiment s'adapter. J'en profite pour lui passer le bonjour parce que quand il faut dire que cette contribution elle est pertinente et je la partage vraiment. Il faut changer de manière. Docteur Mamadou Ndiaye vous entend. Fanta, oui, on passe à Doudou Ndiaye. Je passe à d'autres questions. Une ou deux questions au docteur Mamadou Ndiaye et vous gardez le reste des questions pour la deuxième partie, la troisième partie. Parfait, alors. Docteur Mamadou Ndiaye, l'information est définie comme une nouvelle, un renseignement, une documentation sur quelque chose ou quelqu'un porté à la connaissance de quelqu'un. L'information est une nouvelle qui est mise en forme pour être portée donc à la connaissance du public. L'information, nous dit-on, hein, et suit les règles de la profession du journalisme, comme vous l'avez montré tout de suite. Oui. Aujourd'hui, avec la situation d'urgence sanitaire induite par la pandémie du Covid-19, n'importe quelle information nous vient de n'importe où, des informations aussi contradictoires, comme vous l'avez souligné, par rapport au vaccin, par rapport à la chloroquine, par rapport au rapatriement des dépouilles, aussi erronées les unes que les autres. C'est vraiment la désinformation totale, ou parfois la mésinformation. Alors, question docteur, qui doit gérer l'information et comment la gérer pour éviter de telles situations? Alors, moi, je pense que cette question-là, les autorités du ministère de la Santé ont dû se la poser au début de la pandémie. Absolument. On a senti quand même une volonté de maîtriser la diffusion de l'information en faisant appel à la presse, en faisant appel aux patrons de presse et en mettant en place un partenariat entre le ministère et la presse de manière générale. Mais il faut savoir que c'est un mécanisme. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer de maîtriser l'information. Il faut essayer de maîtriser l'information que nous détenons et que nous diffusons. Et je pense que à un moment donné, parce que si vous essayez de maîtriser l'information, nous sommes dans une démarche assez malsaine et il faut quand même le dire, certains journalistes vont se rebiffer pour aller chercher des sources parallèles. Et ça, je pense que ça a été le cas. Au début, ça a créé quelques soucis. Vous voyez, la presse quand même, ou une certaine presse, fut quand même sous le joug de la communication. J'ai eu à le dire à l'époque. Donc, c'est assez important à mettre en œuvre dans le cadre de la communication. Celui maintenant qui construit son message. Et quand on parle de communication, c'est ça. Je construis un message avec toute la panoplie qu'il faut, mais je la diffuse pour atteindre un objectif. Absolument. Et ce message-là, c'est à ce niveau-là que le message doit être clair, compréhensible et les cibles et les supports clairement définis. Si on réussit ces différentes étapes-là, on maîtrise la diffusion de l'information. Parce qu'il faut le dire, en temps de crise, le manque d'information nuit à la vérité. Parce que les gens vont aller chercher d'autres informations
qui parfois ne vont pas servir votre cause. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que le fait de ne pas vouloir répondre aux questions des journalistes peut donner quand même la possibilité de la création de rumeurs ou même de mensonges, disons-le clairement, sur cette situation de COVID-19. Mais docteur Mamadou Dia, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, nous l'avons constaté en Guinée, hein, le personnel des organisations humanitaires venu pour endiguer l'épidémie d'Ebola en 2014 ou 2015, je crois, était souvent la cible de rumeurs et d'attaques de populations hostiles à leur présence. 8 membres d'une équipe de prévention anti-Ebola composée de responsables humanitaires, administratifs, journalistes ont d'ailleurs perdu la vie lors de ces violences survenues dans un village du sud de la Guinée lors de l'épidémie d'Ebola. Docteur Mamadou Ndiaye, une dernière question avant d'entamer la troisième partie de votre présentation. Nous restons avec l'actualité de la pandémie à COVID-19 pour souligner que l'Organisation mondiale de la santé a parlé d'une épidémie a parlé d'une infodémie massive en relevant le foisonnement de rumeurs fondées ou infondées à propos du virus qui rendent difficile de trouver des sources fiables et les conseils avisés lorsqu'on en a besoin. La situation est grave, très grave. Nous ne le répéterons jamais assez et nul n'est à l'abri car il y a beaucoup de choses que l'on ignore jusqu'à présent sur ce virus. Selon vous, dans cette situation, à qui profite la désinformation? Alors, la désinformation profite aux malfrats, profite à certains laboratoires qui peut-être servent une cause qu'ils connaissent bien, ou bien à certains charlatans. Mais ce qu'il faut aussi savoir, parce que quand vous parlez d'infopandémie, d'infodémie, bon, comme pour utiliser ce néologisme-là, ça me rappelle un peu la notion d'infobésité qui a été développée en sciences de l'information il y a quelques années. Mais ça aussi, il faut le dire, on est envahi par des informations, par toute information concernant le COVID-19. Mais en réalité, on est en train de tourner en rond parce que la vérité est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Même certains médecins vous le diront, nous sommes en train de chercher, mais en réalité, on ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, vous êtes... on nous rechasse les mêmes choses. Vous mettez votre télévision, vous regardez une chaîne, vous avez envie de changer, vous balancez, vous allez sur une autre chaîne, vous avez les mêmes informations. On vous parle... Moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, tous les messages clés qu'il faut comprendre concernant le COVID-19, les médias traditionnels, les réseaux sociaux les ont déjà donnés. Les gens ont ces messages-là. Maintenant, il faut agir sur d'autres leviers, notamment la médiation, parce qu'il y a les médias, mais ici, il y a des actions de médiation qui ne sont pas encore faites. Voyez. Moi, je suis un peu le déroulé d'un petit quartier de Rufisque, que je connais bien. Hier, une photo a été postée sur un groupe WhatsApp pour montrer que juste avant l'heure de la rupture, les gens étaient entassés pour acheter du pain. Mais les jeunes du quartier, ont pris en charge cette question et quelques jours après, ils ont réglé la situation. Maintenant, tout le monde fait la queue. Et c'est bien pour les gestes barrières. Docteur Mamadou Ndiaye, on peut entamer la troisième partie de votre conférence qui porte sur les plateformes favorites, notamment Internet et les réseaux sociaux. Oui, ok. Alors, sur cette partie-là, moi, ce que je voulais aborder, c'est par rapport à l'intérêt que présentent les réseaux sociaux comme plateforme de désinformation. C'est une plateforme majeure. Pourquoi? Parce que il y a quand même une certaine résonance que les réseaux sociaux peuvent donner à une information, mais aussi il y a la vitesse de circulation de l'information. L'information sur les réseaux sociaux circule très rapidement et ceux qui cherchent à mettre en œuvre une action de ce genre-là peuvent les utiliser très facilement. Nous vivons aussi ce qu'on appelle le bonheur privé. Le bonheur privé,
il y a un détachement collectif. Chacun essaye de s'informer dans son coin. Chacun essaye de développer un réseau dans son coin. Et une fois que dans son réseau, on a une information, la première chose à faire, c'est de la partager. De fait, on peut même, si on est dans certains réseaux, recevoir une information plusieurs fois. L'autre intérêt aussi, ce sont les audiences. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir jusqu'à pratiquement, si vous diffusez vos informations sur Facebook, vous avez environ 3 milliards d'utilisateurs qui peuvent voir vos informations. Hein? YouTube compte 2 milliards d'utilisateurs, WhatsApp plus d'1,5 milliard d'utilisateurs, et je ne parle pas d'Instagram, qui quand même aujourd'hui a la faculté de rendre célèbres, par exemple, certaines personnalités inconnues il y a quelques jours seulement. Donc, ce sont des plateformes assez intéressantes pour aider à diffuser une information. Maintenant, je ne dis pas que la désinformation se joue seulement sur Internet. Non, elle se joue également sur les médias classiques. Mais aujourd'hui, il faut dire que la situation, elle est beaucoup plus prégnante, elle est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux parce que nous y sommes en masse. Nous y sommes en masse et il y a aussi une plus grande facilité à présenter des informations, à faire des vidéos et aussi à les rendre virales. À partir de là, on peut dire que ceux qui comprennent bien l'utilité de ces plateformes-là peuvent les utiliser pour convaincre sur des aspects qui peut-être ne tiennent pas la route. Fanta, des questions pour le docteur Mamadou Ndiaye? Oui, il y en a. Déjà, une question de Maïmouna qui nous demande si la désinformation est punie par la loi. Ah oui, la désinformation est punie par la loi, mais vous savez, il y a des aspects quand même qu'il faut comprendre. Si vous portez atteinte à l'honorabilité de quelqu'un, c'est cette personne-là qui doit faire la démarche par rapport à ces fausses informations. L'autorité aussi, et ça, je le rappelais aussi hier, hein, il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans une situation d'état d'urgence. Et quand on parle d'état d'urgence, tout le monde le sait, il y a une restriction des libertés. Si un citoyen ou un groupe quelconque se permet de diffuser des informations délibérément fausses, il revient à l'autorité compétente de faire cesser ces actions par les moyens que la loi dispose. Ouais. En tout cas, ça c'est clair, il faut le faire. À ce niveau-là aussi, dans le code de la presse, je l'ai cité hier aussi, dans le code de la presse, il y a un article 192, je crois, qui dit que l'autorité compétente peut faire cesser des actions qui vont dans le sens dans un sens contraire aux intérêts du pays dans une situation exceptionnelle. Et je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Tout le monde doit savoir raison garder. Une deuxième question, Fanta? Oui. Où doit-on ranger l'information des Occidentaux selon laquelle il est prévu des millions de morts du Covid en Afrique? Alors, ça, ce sont des prévisions. Pour moi, ce ne sont pas... on ne peut pas dire que c'est de la désinformation tout de suite. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la modélisation. Beaucoup de mathématiciens travaillent dans ce domaine-là. En Europe ou au niveau de l'OMS, pardon, ils ont peut-être ces données que nos chercheurs n'ont peut-être pas, parce que pour faire de la modélisation, il faut avoir des données. Et au Sénégal, la plus grande difficulté pour un chercheur, c'est d'avoir accès aux données. Et je pense que si, à leur niveau, ils ont dit par rapport à tout ce qu'ils savent de l'Afrique, que nous risquons d'avoir un nombre important de morts par rapport à cette pandémie-là, je pense que ça ne doit pas nous perturber. Nous devons le prendre comme un défi et faire de sorte que cette prédiction-là ou cette projection ne se réalise pas en Afrique. Quels doivent être les principes directeurs en matière de communication dans le cadre d'une pandémie?
Fanta, reprenez la question, s'il vous plaît. Quels doivent être les principes directeurs en matière de communication dans le cadre d'une pandémie? Alors, les principes directeurs, c'est quand même, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, quand vous avez, vous êtes en train de communiquer autour d'une pandémie, d'une catastrophe, parce que, il faut le dire, nous sommes dans une communication en situation de crise. Il faut dire que la communication ne règle pas tout. La communication peut intervenir jusqu'à 70-80%, mais il faut utiliser d'autres mécanismes. Les principes directeurs, c'est d'abord avoir un message clair, mais aussi identifier clairement les cibles, identifier clairement les actions à mener, mais également identifier des relais par rapport aux résistances. Parce que dans une communication, dans ces aspects-là, il y a des aspects sociologiques, anthropologiques qu'il faut savoir prendre en compte. Et si vous n'avez pas ces relais-là, vous pouvez être confronté à des résistances. Et donc, il n'y a pas une méthode ou une méthodologie figée, mais il faut savoir qu'il y a des fondamentaux qu'il faut savoir maîtriser et exécuter correctement. Sinon, nous serons dans une démarche hasardeuse, et cette démarche hasardeuse, je pense, à mon avis, ne nous permettrait pas d'être efficients en termes de communication. Alors, ici, Fanta, c'est plus également une contribution. C'est quelqu'un qui dit merci à M. Ndiaye pour la pertinence de ses propos. Excellent live. Mohamed, je peux lire, s'il vous plaît, les commentaires. L'écran là m'empêche de lire les commentaires. Voilà, merci Mohamed. Il dit que c'est un excellent live, très riche en enseignements. Il est vrai que nous gagnerions beaucoup plus à plus faire la différence entre information, désinformation et mésinformation et communication, ce qui se résumerait au digital media literacy. Et il dit merci. Docteur Mamadou Ndiaye, en parlant des plateformes favorites comme Internet et les réseaux sociaux, la désinformation n'est pas nouvelle, mais a explosé avec l'avènement du net. Les hommes d'affaires et les politiciens remplacent parfois même les journalistes à la tête des empires médiatiques. Elle doit certainement présenter de nombreux enjeux. Alors, question, docteur, avec l'avènement de l'Internet et la diversité des médias, quel doit être le circuit de l'information pour qu'elle soit fiable, notamment son fonctionnement, ses contraintes et sa complexité? C'est-à-dire sur quelles valeurs explicites ou implicites doivent aujourd'hui se référer ou se fonder les médias pour accomplir leur mission? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les médias traditionnels qui doivent s'adapter à la réalité concernant les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes tous dans la tradition multi-écran. À la maison, on met la télévision, mais on est aussi, on a entre les mains notre smartphone ou notre tablette en train de lire, en train de faire voilà, d'autres actions. C'est la tradition multi-écran. Les groupes de presse doivent s'adapter. Je le dis depuis quelques années, on ne peut pas aujourd'hui continuer à faire le partage entre médias traditionnels et médias sociaux. Ouais. Aujourd'hui, les grands groupes sont présents plus même sur les réseaux sociaux que sur les autres plateformes. Ils développent même des programmes propres pour ces plateformes-là et développent une communauté qui est propre. Je pense que au Sénégal, nous devons aller dans ce sens en vraiment, il y a cette légitimité-là par rapport aux médias traditionnels dans la fabrication de l'information, c'est vrai. Ils ont cette légitimité-là, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de contacter ou de se côtoyer avec d'autres supports. Je pense qu'il faut le faire. C'est assez complexe peut-être à leur niveau, mais aujourd'hui, tous les grands groupes devraient avoir des applications sur Internet
Le docteur Mamadou Ndiaye? Le docteur Mamadou Ndiaye a certainement des problèmes de connexion. Il va essayer de se reconnecter. De toutes les façons, il ne reste plus que la conclusion sur l'impact de la désinformation sur la démocratie et sur les relations sociales. Alors, pour notre sondage par rapport au démarrage du webinaire, nous avions demandé quand est-ce que vous souhaiteriez que le webinaire démarre à présent à cause du Ramadan. Est-ce qu'on maintient la date, l'heure de 21h, ou bien vous souhaiteriez que cela se passe un peu plus tôt en matinée, entre 10h, 11h, ou bien en début d'après-midi, 14h, 15h, 16h? Il y a un sondage qui est lancé. Nous avions eu des réponses la semaine dernière, mais le groupe qui est derrière pour l'organisation de ce webinaire estime qu'il faut un second tour. Donc, le vote se poursuit. Nous allons donc lancer encore, avec la complicité de Mohamed Nias, de l'autre côté de la technique, le sondage pour avoir votre avis par rapport à l'heure de démarrage de ce webinaire. Docteur Mamadou Ndiaye, est-ce que vous êtes avec nous? Docteur Ndiaye? Apparemment, des problèmes pour joindre le docteur Mamadou Ndiaye, qui a des problèmes de connexion. Excusez-moi. Je rappelle, le thème de ce soir porte sur désinformation et médias dans le contexte du Covid-19. Docteur Mamadou Ndiaye, nous allons y aller rapidement pour la conclusion, les questions et résumé en Wolof. Il nous faut terminer dans 20 minutes. Donc, pour la conclusion de votre séminaire, de votre conférence, qui est vraiment très riche en enseignements, la conclusion sur l'impact de la désinformation sur la démocratie et sur nos relations sociales. Alors, il faut constater d'emblée que la vérité aujourd'hui, la vérité dans toutes les démocraties, dans toutes les grandes démocraties, dans tous nos pays, la vérité est attaquée de toutes parts. Parce qu'il y a des gens ou des lobbies qui ont des intérêts inavoués et qui ne veulent pas que les citoyens que nous sommes puissent avoir la liberté de penser, puissent développer leur propre schéma par rapport à leur existence. Ça, il faut le dire. Parfois, ce sont des puissants qui sont derrière et qui développent ces stratégies-là. Donc, dans les grandes démocraties, comme dans les pays en conflit, surtout parce qu'il n'y a plus de système étatique fort, la vérité est attaquée de toutes parts. Cette situation, donc, elle est favorisée par la crise de confiance que traversent ces pays, mais aussi, il faut le dire, la radicalisation toxique et les querelles partisanes constitutifs du climat politique. Voyez. Donc, ce sont des éléments assez importants qu'il faut souligner. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le sentiment de sensationnalisme des médias. Oui. Les réseaux sociaux qui sont débridés. On a les réseaux sociaux qui voient le jour. N'importe qui, quand vous menez une discussion, peut faire irruption, peut s'immiscer dans cette discussion-là et tenir des propos sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Donc, c'est assez ouvert. Et il y a aussi ce qu'on appelle les algorithmes programmés pour la viralité. Et en ce sens-là, je parle des deepfakes. On peut faire dire aujourd'hui à n'importe qui, n'importe quoi. On peut faire n'importe qui, n'importe quoi avec des algorithmes mathématiques. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Ça peut aller jusqu'à casser même la quiétude sociale qui est constitutive des sociétés humaines. Il y a également le problème qui, bon, on peut le dire, depuis quelques années, en sciences de l'information, cette notion est développée, c'est la notion de post-vérité. La notion de post-vérité, aujourd'hui, le problème est tel que les gens ne sont plus sensibles à la vérité. Tout ce qui ne sert pas nos émotions, tout ce qui ne sert pas nos croyances, nous avons tendance à rejeter ça. Alors que parfois, la vérité peut nous déranger. On peut nous dire, voilà, telle chose, c'est la vérité, mais si elle va à l'encontre de nos croyances, nous sautons sur nos grands cheveux et nous nous mettons à
à dire des insanités parfois. Et c'est ce qu'on constate tout le temps sur les réseaux sociaux et même sur certains médias qui sont devenus non plus des espaces de discussion, des espaces d'échange, mais plus ou moins un ring sur lequel on se met pour se donner des coups de poing. Et en parlant des réseaux sociaux, Dr Ndiaye, voici que me revient une citation de Umberto Eco, qui est reconnu quand même pour ses nombreux essais universitaires sur la communication de masse, sur la linguistique, la philosophie, entre autres, qui disait, et à juste titre, je cite, « Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Cela résume exactement tout ce que vous disiez tout de suite par rapport aux réseaux sociaux. On l'a vu, Dr Ndiaye, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux sociaux, devenus pour certains de véritables médias sociaux qui permettent aux internautes, entre autres, de créer des espaces de partage, d'échanger des informations qui se distinguent par leur utilité, mais aussi parfois par leur dangerosité. Cela est d'autant plus alarmant que, d'après les statistiques officielles, ils sont utilisés par plus de 2 milliards d'individus, comme vous venez de le soulever. La désinformation, c'est la manipulation et elle est même assimilée à une arme psychologique absolue. Comment les citoyens doivent-ils s'y prendre pour éviter les pièges de la désinformation? Alors, moi, je pense que les réseaux sociaux, quand même, c'est une magnifique chose que nous utilisons. Ça nous permet de travailler, ça nous permet d'être en réseau, de nous organiser. Bon, bref, il y a beaucoup d'avantages concernant ces plateformes-là. Mais comme vous l'avez dit, ça nous rend très vulnérables. Ça nous rend très vulnérables. Donc, comment bien utiliser ça en étant le plus prudent possible? Aussi, bon, il ne faut pas, c'est extraordinaire, mais parfois, il ne faut pas être trop naïf sur les réseaux sociaux-là. Je pense par rapport à la découverte, enfin, à la citation de Umberto Eco, moi, je pense que l'Internet a été développé autour de la liberté, autour du partage, autour de la solidarité. Et je pense que si on est dans ce domaine-là, sur les réseaux sociaux, si on est prudent, si on vérifie, si on ne fait pas la course pour partager, parce que nous ne sommes pas un média quand même. Bon, on arrive à nous prendre pour un média. Hein? Mon profil Facebook n'est pas un média. Moi, je partage des informations selon ma sensibilité, selon également les valeurs que je développe autour de cette information-là. Mais il y en a qui partagent à tout va. Et si vous le faites dans cette concurrence-là, vous ferez les erreurs que feront un journaliste qui est dans le sensationnalisme, dans la course à l'exclusivité. Il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps d'avoir un esprit critique par rapport aux informations que nous recevons. Et je pense que si nous agissons ainsi, nous pourrons être beaucoup plus cohérents, beaucoup plus également proactifs dans notre utilisation des réseaux sociaux. Fanta, 3 questions pour le docteur Mamadou Ndiaye. Docteur Mamadou Ndiaye, vous avez 1 minute 30 pour répondre à chaque question et ensuite on fait un résumé en Wolof. D'accord. Fanta? Oui, Lika, tu peux aller directement sur le résumé. Oui, non, allez-y pour les questions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Parce qu'il y a ici, je vois une question. Mohamed, est-ce que vous pouvez encore, voilà, il y a une question d'Ismaël Si qui dit que la corruption n'entre-t-elle pas en jeu pour qu'une tierce personne fasse recours à la désinformation pour profiter à certains? Face à la désinformation, quelle devait être la réaction de l'organe régulateur dans le cas précis de la presse? Là, il parle du Conseil national du CNRA. Voilà. Oui. Bon, le CNRA est là et il le faut. Enfin, à un moment donné, moi, je lisais des bulletins du CNRA, surtout pour des émissions qui vendaient des produits autour de la santé et qui n'étaient pas avérés. Moi, je pense que le CNRA s'exprime sur ces questions-là. Mais il faut le dire, notre CNRA actuel doit être doté de plus de moyens pour qu'il arrive à faire correctement son travail. Parce que pour voir tout ce qui se dit
sur les réseaux sociaux, il faut avoir les compétences. Et je ne suis pas sûr que le CNRA, notre organe de régulation, en tout cas tel qu'il est configuré actuellement, je ne parle pas de l'organe qui est prévu dans le code de la presse, mais le CNRA actuel, il ne peut pas être proactif sur les réseaux sociaux et sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Maintenant, concernant... Oui, une question de Pape Michael Tchao. Pensez-vous, Dr Mamadou Ndiaye, que le Sénégal exécute un plan de communication bien défini dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Également, la sensibilisation n'étant pas à négliger dans une telle crise, que pensez-vous de la prolifération des vidéos et flyers réalisés par toutes sortes d'associations au nom de la sensibilisation? Alors, je ne suis pas en mesure de dire que le Sénégal, est-ce que si le Sénégal développe un plan de gestion de crise par rapport autour du Covid-19, mais je sais que ce que je peux dire, parce que quelqu'un parlait tout à l'heure des principes directeurs. Quand on est dans une entreprise, quand on est dans un ministère ou dans un secteur quelconque, quand tout va bien, il faut développer un plan de gestion de crise par rapport à des sources possibles de crise que vous avez identifiées dans votre organisation. Je suppose que ceux qui sont au ministère de la Santé, ce n'est pas la première fois. Hein, on a eu Ebola. Je pense qu'au Sénégal, ils ont eu un plan de gestion, un plan de communication pour gérer une crise, une épidémie ou une pandémie. Je suppose qu'ils l'ont. Maintenant, c'est une chose d'avoir un plan stratégique, c'est autre chose que de savoir l'exécuter correctement. Voilà. Eliman Khan, il dit « La mentalité de certains de nos compatriotes constitue un grand défi dans la lutte contre le Covid-19. » Question, quelle stratégie de communication faudrait-il mettre en place pour faire adopter des comportements favorables à l'acceptation du virus et aux mesures barrières? Et deuxième question, quelle stratégie de communication sociale faudrait-il mettre en place pour faire adopter des comportements favorables à l'acceptation du virus et aux mesures barrières? Alors, c'est vrai que c'est une question, c'est tout un programme, hein, ce que M. Eliman Khan, que je salue au passage, pose comme question à ce niveau-là. Mais il faut dire que bon, le problème, c'est qu'à mon niveau, je ne sais pas si ça se fait déjà. Mais bon, même si ça se fait, ce n'est pas encore efficace. Le message, il est là. Il faut le dupliquer. Il faut avoir des relais auprès des communautés. Il faut savoir utiliser le réseau des radios communautaires pour que les gens puissent être informés dans leur langue nationale. Que les gens puissent être invités pour parler de la situation. Parce que quand même, dans la communication aussi, on doit montrer des images. Au Sénégal, on ne voit pas d'images par rapport à cette situation. En France, on voit des gens qui sont en réanimation. On le voit aux États-Unis. Mais sur cette question-là, je pense qu'en termes de communication sociale, on doit utiliser des messages accessibles aux populations dans les langues qu'elles connaissent, mais également essayer de faire parler des personnes qui sont dans les communautés et qui peuvent apporter l'information. Parce que si ils voient des gens en costume cravate ou depuis Dakar, parfois à la télé, il y en a qui n'ont même pas la télé et qui donnent des messages. Et souvent, nous sommes dans la statistique, hein, parce que ils sont en train de donner des chiffres quotidiennement. Ce n'est pas tout à fait la communication. Il faut leur montrer des images. Il faut faire des... en communication, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Les gens, il faut les mettre face à leur image en leur disant que, voilà, vous avez cette maladie-là, vous pouvez, par exemple, vous en sortir en tant que jeune. Vous êtes insouciant, vous ne respectez pas les gestes barrières. Vous avez la maladie, vous pouvez l'attraper, vous pouvez guérir, mais vous pouvez contaminer votre grand-mère, vous pouvez contaminer votre vieux papa, etc. etc. Donc, pour eux, ça va être difficile de s'en sortir. Je pense que ce sont ces genres de messages-là qui vont faire tilt et qui vont créer l'électrochoc recherché pour le changement de comportement. Parce que ce n'est pas seulement la difficulté dans la gestion de cette pandémie-là, je le disais tantôt,
ce n'est pas seulement une communication de crise classique, c'est une communication de crise qui doit absolument être associée à une communication pour le changement de comportement en utilisant les relais et tous les supports connus qui ne sont pas seulement des supports médiatiques. Absolument. Et je crois que votre réponse prend déjà en compte la préoccupation de Chérif Blondin Ndiaye qui demande, face à l'évolution de la pandémie, quel type de communication devrait-on développer pour amener les populations au changement de comportement? Vous avez déjà répondu à cette question. Docteur Mamadou Ndiaye, je vais annoncer quand même à nos followers que jeudi prochain à 21h, nous aurons comme invité le docteur Khalil Niang. Il est sociologue et le thème de jeudi prochain va porter sur quelles leçons tirer de l'expérience de la Chine dans la gestion du Covid-19. Ce sera un thème très intéressant. Nous allons vous envoyer l'invitation pour que vous puissiez vous connecter et suivre ce séminaire donc, de jeudi prochain. Maintenant, M. Ndiaye, il y a déjà de l'autre côté Fante Diallo et Rokhaya Dièye qui me mettent la pression. Il nous reste 5 minutes. Rapidement, on va faire un grand résumé de tout ce que vous venez de dire en Wolof. Alors, jërëjëf Lika maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi xam nga dañoo nekk ci jamono joo xamante ne xarala yu bees yi tax na ba xibaar fu nekk lay jógee da ngay xëy suba ñu envoyé la vidéo wala ñu envoyé la son di la ci wax yoo xamante ne lu ci bëri yow sa bopp mënoo ko firndeel mënoo ko vérifier ba xam ndax dëgg la am déet loolu ñi koy def ñu ci bëri am na luñ ci jublu ci ginnaaw mooy yàq suñu xel fexe ba ni ñu waroon a taxawee duñ ko mën a taxawee pour rek ñoom ci seen côté atteindre la ñuy tuddee seen objectif def li nga xamante ne moom la ñu bëgg ñun ñu def ko ci mbirum pandémie bi nga xamante ne Sénégal mooy lu ñuy oowee mbas mi nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi dañ ciy dégg lu ne mais li ñu war a xam rek mooy ñun en tant que askan wi dañu war a xam ni lu am la bu ñu jàpp rek li ñuy wax ci internet bi man ci ay yoon yu bari nekk naa di waxtaan ñoo xam ne sax sama famille lañ di leen gëmloo ni mbir mi dëgg la surtout au début mais boo demee ba nga xam ne yow dëkk bi nga dëkk nee nañ la juróom-ñeenti doomu aadama génn nañ ci àdduna nga gis ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi tëdd ñu ngi leen di jël di leen yóbbu nguur gi xaalis bi mu ciy dugal yëpp war nga jàpp ni lii ñu lay wax dëgg la te boo ko bàyyiwul sa musiba mu ngi ci wala sa musiba yi nga xamante ne yéen a dëkk yéen a bokk kër am na ci donc yaakaar naa ne ñun ñëpp en tant que citoyen ku nekk dafa war a def li nga xamante ne moom la ko yoon may moom la ko aussi nguur gi dénk pour mu mën a wéyal li muy wéyal correctement côté nguur gi aussi dañu war a jàpp ni même bu ñu nekkee ci état d'urgence askan wi dañoo am ay yelleef dañoo am aussi ay droit boobu mooy information ci la bokk information bu ñu ko waxee mooy information de qualité bu ñu jàpp ni dañoo nekk ci situation exceptionnelle rek lu leen neex la ñuy wax askan bi war ko jàpp par force non il faut mu am ci biir askan bi ñoo xamante ne ñoom ñooy dem di gëstu di xool li ñuy wax ndax yenu na maanaa wala déet bu ñu ko defee ban jeexital lay am ci askan wi te loolu yaakaar naa ni média yi rôle la boo xamante ne war nañ ko jouer dëgg la ñun ñëpp ay sénégalais lañ partenariat mën na am mais partenariat dafa war a lalu ci dëgg bu laluwul ci dëgg yaakaar naa ni mission bi ñu war a def mooy mission wu informer mission wu joxe xibaar dina am loo xam ne mën na cee sooxe loolu daal laa amoon lu ma ci wax. Et puis à l'endroit également des journalistes, avoir un peu en tête de temps en temps quand ils font leurs émissions ou bien ils rendent compte d'une actualité, du contenu vraiment de la charte de Munich de 1971 qui a déjà vraiment défini les règles à suivre pour exercer correctement ce métier, mais c'est une charte également qu'il faut, vous en conviendrez avec moi, mettre à jour parce que 1971, avec tout ce qu'il y a eu comme nouveauté, journalisme citoyen, réseaux sociaux, etc. Je crois qu'il faut vraiment penser à l'élaboration d'une nouvelle charte. Docteur Mamadou Ndiaye, je vous remercie. Tout le groupe de l'ex-Africa et JDR vous remercie pour votre présentation. La conférence était très riche. Nous avons appris énormément de choses. Il y a encore des questions qui sont en train d'affluer. Nous les partageons sur les pages Facebook de JDR et de l'ex-Africa et sur Twitter également. Donc, vous pourriez directement répondre aux questions de nos followers. Et puis, rappelez également que jeudi prochain, à 21h,
nous allons recevoir le docteur Khalil Niang, sociologue, qui nous parlera du thème « Quelles leçons tirer de l'expérience de la Chine dans la gestion du Covid-19 ». Merci à Fante Diallo pour les questions pour ce webinaire, Rokhaya Dieye pour l'organisation, à la technique Abraham Mohamed Mahadi pour le digital et Djibi pour tout ce qui est infographie. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Excellente soirée à tous. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup. C'était très riche. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci, docteur. À jeudi. À jeudi, oui. Merci. Il s'appelle Ibrahima Khalil Niang. Ibrahima Khalil Niang, oui. Il est sociologue. Il va nous parler de la Chine. Oui. Tout à fait. Merci. Wani ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine defee woon waaye bu leen ñu fontaw lu jóg ngeen jàppe koy fo dàkkanteeg police tali bu leen ay lor wax nañ ba sonn nga lor sa bopp lor ñu toog leen seen kër yi waaye dimbali leen ñu léegi ñoo ngi nii kaa yi gën a bëri fii bu nekk lim bi yokk xawma lii lan la nii nañ wàññi génn bi di raxas loxo yi ñu yoo salaamaaleykum rek doy na ci